As-tu déjà ressenti cet instant presque cruel où le monde est plongé dans un silence absolu, mais où, à l'intérieur de ta tête, le bruit ne s'arrête jamais? Personne ne te met la pression. Il n'y a aucun incendie à éteindre, aucune véritable urgence en cours. Pourtant, te voilà là, prisonnier de tes propres pensées, comme si tu étais menotté à quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Ton esprit s'emballe. Il exagère, déforme la réalité, anticipe des catastrophes qui n'existent pas encore. Il ressasse des erreurs qui ne peuvent plus être corrigées, déterre d'anciens souvenirs, et tu te retrouves piégé dans ce cycle, essayant de comprendre à quel moment précis tu as perdu le contrôle. À l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, il y a de la tension, de la friction, de l'usure et un combat qui consume ton énergie chaque jour. Si cela résonne en toi, écoute attentivement. Tu n'es pas brisé. Et plus important encore, ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est ni de la faiblesse, ni une incapacité. C'est le résultat inévitable du fait d'utiliser la machine la plus complexe de l'univers sans avoir jamais reçu un véritable mode d'emploi. Personne ne nous a appris à gérer nos pensées. Personne ne nous a appris à maîtriser notre esprit. Nous avons appris à rivaliser, à produire, à réagir, à performer. Mais nous n'avons jamais appris à gouverner notre propre territoire intérieur. Pourtant, il y a une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta vie pour trouver le silence. Tu n'as pas besoin de fuir au loin ni de devenir quelqu'un d'autre. Ce dont tu as besoin n'est pas de la magie, mais d'une méthode. Des outils précis, des principes solides, des stratégies capables de te rendre le contrôle. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Il arrive un moment où continuer à vivre comme avant devient plus douloureux que changer. Ce moment, c'est celui-ci. Nous vivons à une époque de confort extérieur et de fragilité intérieure. Tout va vite. Tout est urgent. Tout exige une opinion. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver. Nous souffrons pour ce qui n'est pas encore arrivé. Nous nous enlisons dans ce qui est déjà passé. Et nous oublions la seule chose qui nous appartienne réellement, le présent. Sans même t'en rendre compte, tu commences à regarder ta propre vie comme un simple spectateur, attendant le moment idéal, la sensation parfaite, la sécurité absolue. Pendant ce temps, le temps, lui, n'attend pas. Mais écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, cela s'arrête ici. Ce que tu vas entendre n'est pas un discours de motivation vide de sens. Ce sont des principes qui ont survécu au pouvoir, à la guerre, à la perte et à l'incertitude. Marc Aurèle n'écrivait pas pour paraître sage, il écrivait pour ne pas perdre sa lucidité. Sénèque ne réfléchissait pas pour divertir. Il réfléchissait pour supporter le poids du pouvoir et de l'incertitude. Épictète n'enseignait pas le confort. Il enseignait la liberté intérieure, même lorsque le corps n'était pas libre. Il ne recherchait pas un simple soulagement émotionnel. Il recherchait la clarté sous la pression. Et c'est précisément cela que tu vas commencer à construire maintenant. Leçon A. Garde le contrôle. Imagine-toi comme le capitaine d'un navire traversant une tempête en pleine mer. Les vagues se dressent, le vent hurle, l'équipage panique et la coque tremble sous les assauts de l'océan. Si le capitaine commence à courir sur le pont, pris de panique, en criant contre le ciel, en maudissant le vent et en accusant la mer, le navire ne survivra pas. Non pas parce que la tempête est trop puissante, mais parce que son dirigeant a perdu la tête. Ton rôle n'a jamais été d'empêcher la tempête. Cela est impossible. Ta mission est de garder le gouvernail stable lorsque tout autour de toi tente de t'emporter. C'est pourquoi Épictète, qui naquit esclave et porta dans son propre corps les marques d'un maître cruel, comprenait cette vérité avec une profondeur que peu de personnes atteignent. Il ne parlait pas du contrôle comme d'une théorie élégante. Il parlait comme quelqu'un qui avait connu les limites extrêmes de l'impuissance extérieure et qui, malgré cela, avait découvert une souveraineté intérieure. Il nous a enseigné la dichotomie du contrôle, fondement de toute paix intérieure, certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. La confusion entre ces deux catégories est l'origine d'une grande partie de notre souffrance inutile. Selon lui, il n'existe qu'un seul chemin vers la tranquillité, cesser de s'angoisser pour ce qui échappe au pouvoir de notre volonté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Le stoïcisme t'invite à construire une citadelle intérieure, un espace en toi-même qui ne peut être envahi par les opinions, les retards, les critiques ou les rejets. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, se rappelait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes ingrates, arrogantes, violentes et traîtresses. Il n'écrivait pas cela pour se plaindre de l'humanité, mais pour entraîner son attitude face à elle. Puis il ajoutait quelque chose de décisif. Aucun d'eux ne peut me faire de mal. Car personne ne peut m'impliquer dans la laideur morale sans mon consentement. Observe comme cette idée change tout. Lorsqu'une personne élève la voix pendant une réunion, lorsqu'un proche lance une critique désagréable pendant un repas de famille, lorsqu'un message froid et distant apparaît sur ton téléphone, ce qui te frappe réellement n'est pas l'événement lui-même, mais le jugement que tu construis à son sujet.
C'est précisément à cet instant que la plupart des gens abandonnent le gouvernail. La prochaine fois que tu sentiras la colère remonter dans ta gorge, l'anxiété serrer ta poitrine ou l'envie urgente de rendre coup pour coup, imagine un mur de pierre entourant ton esprit. Les paroles qui arrivent sont comme des flèches enflammées, mais ta muraille est faite de granit. Le granit ne réagit pas. Il résiste. Répète-toi avec fermeté. Ceci est extérieur. Mon jugement à ce sujet est intérieur. Le monde peut provoquer, mais toi seul décides de l'interprétation que tu en fais. La liberté suprême ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans l'espace qui existe entre le stimulus et la réponse. C'est là que réside ton pouvoir. C'est là que tu cesses d'être l'otage de tes impulsions pour commencer à agir par choix. Quand quelqu'un te provoque, vas-tu réagir comme un animal acculé, dominé par l'instinct? Ou répondras-tu comme un empereur qui gouverne d'abord son propre royaume intérieur avant de prétendre gouverner quoi que ce soit d'autre? Car, au bout du compte, la tempête arrivera toujours. La seule différence est de savoir si tu seras emporté par les vagues ou si l'on se souviendra de toi comme du capitaine qui a gardé le gouvernail ferme pendant que tous ceux qui l'entouraient perdaient le contrôle. Leçon 2. Ne laisse pas ton temps s'échapper. Sénèque a écrit un essai intitulé De la brièveté de la vie. Et la première idée qu'il y expose n'est ni douce, ni poétique, ni confortable. C'est un coup direct porté à l'orgueil humain. Il affirme que le problème n'est pas que nous disposions de peu de temps, mais que nous gaspillons une grande partie du temps qui nous a été accordé. Cette idée contredit la logique de notre époque. Nous répétons sans cesse que nous sommes occupés, fatigués, débordés. Pourtant, si quelqu'un observait honnêtement une seule journée de notre vie, il verrait des heures entières abandonnées à des distractions qui ne construisent rien, à des conversations superficielles qui n'apportent rien et à des divertissements qui ne font qu'anesthésier l'esprit. Nous nous comportons comme si nous étions immortels dans nos désirs. Nous repoussons les voyages, les projets, les reconversions professionnelles, les conversations difficiles et les décisions capables de transformer notre destinée. Nous croyons qu'il y aura toujours un lendemain. Pourtant, de façon paradoxale, nous sommes extrêmement mortels dans nos peurs. Nous agissons comme si le moindre risque était fatal, comme si le moindre inconfort était insupportable. Nous passons 40 minutes à faire défiler l'écran de notre téléphone avant de dormir, à observer la version soigneusement retouchée de la vie des autres. Puis nous nous réveillons fatigués, nous répétons que la vie est courte, que nous manquons de temps, et nous continuons malgré tout à remettre à plus tard ce qui compte réellement. Le problème n'est pas le manque d'heures. Le problème est le manque de direction. La procrastination n'est pas simplement de la paresse. Elle est souvent une forme subtile d'arrogance. C'est l'arrogance silencieuse qui consiste à croire que l'avenir est garanti, que nous aurons de l'énergie demain, du courage demain, des opportunités demain, comme si le temps nous devait une continuité. Marc Aurèle affrontait cette réalité chaque matin dans ses méditations. Il décrit la difficulté de quitter la chaleur des couvertures, l'envie de rester dans le confort, de se protéger du froid, de l'effort et des responsabilités. Puis il se pose une question fondamentale. Ai-je été créé pour cela? Pour rester recroquevillé sous mes couvertures à la recherche du confort? Ou suis-je né pour accomplir l'œuvre d'un être humain? Mesure la profondeur de cette question. Il ne s'agit pas de productivité. Il s'agit d'identité. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain », tu ne fais pas simplement un changement dans ton agenda. Tu paries que tu auras une autre occasion. Tu supposes que l'horloge continuera de tourner en ta faveur. Tu traites le présent comme quelque chose de remplaçable. C'est comme si tes parents allaient toujours être là, disponibles, attendant ton appel lorsque tu trouveras enfin le temps de les contacter. Comme si leur voix ne pouvait jamais devenir un simple souvenir. C'est comme si tes enfants n'allaient jamais grandir, attendant patiemment le jour où tu pourras jouer avec eux sans être pressé. C'est comme si le temps allait se figer, en attendant que tu gagnes suffisamment de confiance, que tu résolves toutes tes peurs et que tu décides enfin de mettre tes idées en pratique. Mais le temps n'attend pas ta préparation émotionnelle. Il avance, même lorsque tu hésites. Le stoïcien ne considère pas le travail comme une punition, mais comme l'expression naturelle de l'existence. Agir n'est pas un châtiment. C'est la nature. L'oiseau vole. Le poisson nage. L'être humain construit. Créer, organiser, affronter, décider, ce n'est pas un excès, c'est la condition humaine elle-même. Lorsque tu reportes ce que tu sais devoir accomplir, tu ne te reposes pas réellement. Tu t'éloignes de ce pourquoi tu es né. Je veux maintenant que tu penses à cette chose que tu évites depuis longtemps. Cet appel inconfortable qui pourrait résoudre un vieux conflit. Ce projet rangé dans un tiroir parce qu'il risque de ne pas être parfait. Cette inscription à la salle de sport que tu promets de faire depuis des mois. Ces excuses qui restent bloquées dans ta gorge. La science moderne appelle cela la friction limbique. Cette résistance émotionnelle face à l'effort, cet inconfort anticipé que le cerveau cherche instinctivement à éviter. Les stoïciens l'appelaient autrement, un manque de clarté dans le but poursuivi. Car lorsque le but est puissant, l'inconfort rétrécit.
Le remède qu'il proposait était simple et d'une honnêteté brutale. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Chaque battement de ton cœur est irréversible. Aucun ne peut être récupéré. Aucun ne peut être répété. La vie est une horloge qui avance à rebours et n'accepte aucune négociation. Je ne te demande pas de t'épuiser à travailler, de vouloir tout accomplir ou de transformer ton existence en une course permanente vers l'épuisement. Je te demande quelque chose de bien plus profond et exigeant. Arrête de remettre ta propre vie à plus tard. Vivre avant de mourir signifie agir tant qu'il reste du temps. Parler tant que la voix est encore là. Essayer tant que les forces sont encore présentes. Car le temps n'est pas court par nature. Il devient court lorsque tu le livres, jour après jour, à tout ce qui ne contribue pas à construire la personne que tu es destiné à devenir. Leçon 3. Affronte la vie avec confiance. Si chaque chose qui t'arrive devient pour toi une preuve de ton insuffisance, si chaque erreur se transforme en condamnation, si chaque échec devient un tribunal intérieur où tu es à la fois l'accusé et le juge, alors tu ne vis plus. Tu te condamnes chaque jour. Il existe une différence fondamentale entre la responsabilité et l'autopunition. Pourtant, la plupart des gens franchissent cette frontière sans même s'en apercevoir. La responsabilité dit « Je me suis trompé. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» L'autopunition dit « Je me suis trompé. Donc je suis une erreur. » Vois-tu la violence cachée dans cette façon de penser? La confiance ne naît pas de l'absence d'échec. Elle naît de l'attitude que l'on adopte face à eux. Lorsque tu rumines mentalement une erreur comme s'il s'agissait d'une condamnation éternelle, lorsque tu revis la scène chaque soir avant de t'endormir, lorsque tu répètes sans cesse « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» Tu n'es pas en train de progresser. Tu affaiblis les fondations même sur lesquelles repose ta vie. Et personne ne construit une existence solide sur le mépris de soi. Imagine un combattant qui tombe dès le premier coup. Au lieu de se relever et de corriger sa garde, il commence à s'insulter au milieu du ring. Son adversaire n'aurait même plus besoin de le frapper une seconde fois. Il se détruirait lui-même. Le stoïcisme n'a jamais promis la perfection. Il a promis la fermeté. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Lorsque tu te trompes lors d'une présentation, lorsque tu perds de l'argent à cause d'une mauvaise décision, lorsque tu dis quelque chose que tu regrettes ensuite, le fait lui-même appartient déjà au passé. Ce qui vient après est un choix. Tu peux en tirer une leçon. Ou tu peux en tirer une onde chronique. Observe comment cela se manifeste dans les petites situations du quotidien. Tu envoies un message et tu ne reçois pas de réponse immédiate. Aussitôt, tu conclus que tu as dit quelque chose de travers. Tu reçois une critique au travail et tu passes le reste de la journée à te sentir incapable. Tu lances un nouveau projet et, à la première difficulté, tu commences à croire que tu n'es pas fait pour cela. Ce n'est pas la difficulté qui te réduit. C'est ce que tu penses à son sujet. Marc Aurèle écrivait à lui-même comme un commandant qui donne des directives à sa propre armée intérieure. Il ne se traitait pas d'échec. Il se rappelait simplement ses responsabilités. Il savait que l'esprit a besoin d'une direction claire, et non d'insultes permanentes. Si tu veux affronter la vie avec confiance, tu dois apprendre à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu souhaites voir grandir. La confiance consiste à savoir que tu peux te tromper et continuer malgré tout. C'est tomber puis ajuster ta marche. C'est regarder une erreur et dire « Cela m'enseigne quelque chose. Cela ne me définit pas. » C'est comprendre que ton identité est bien plus vaste que n'importe quel épisode isolé de ton existence. Voici maintenant le point décisif. Le monde sera déjà suffisamment dur avec toi. Il y aura des critiques injustes. Des rejets inattendus. Des pertes inévitables. Si, en plus de cela, tu deviens ton propre agresseur intérieur, alors tu combattras sur deux fronts à la fois. Mais si tu deviens ton propre allié stratégique, chaque coup reçu de l'extérieur ne sera plus qu'un entraînement supplémentaire. La prochaine fois que tu échoueras, fais quelque chose de différent. Au lieu de t'insulter, fais une pause. Au lieu de ruminer, demande-toi. Quel ajustement est nécessaire? Au lieu de dire « Je ne suis bon à rien », dis plutôt « Je suis encore en train d'apprendre ». Cela paraît simple. Pourtant, ce changement d'attitude peut redéfinir toute ta trajectoire. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » La confiance, c'est précisément cela. Oser malgré l'inconfort. Agir malgré la peur. Ne pas attendre de se sentir prêt pour commencer. La vie ne te demande pas d'être irréprochable. Elle te demande d'être solide. Lorsque l'erreur arrivera et elle arrivera, vas-tu t'agenouiller devant elle ou vas-tu l'utiliser comme une marche pour monter plus haut? Affronter la vie avec confiance ne consiste pas à proclamer que tu es invincible. C'est avancer en sachant que, même vulnérable, tu restes capable de choisir. Choisir ton attitude. Choisir ta réponse. Choisir ton prochain pas. Et cette décision, répétée chaque jour,
transforme peu à peu l'insécurité en une force silencieuse. La phrase que tu dois commencer à te répéter est simple. Je me trompe, mais je continue d'avancer. Car celui qui affronte la vie avec confiance ne nie pas ses erreurs. Il refuse simplement d'être défini par elles. Leçon 4. Aime ton destin. Quelle est cette petite action, apparemment insignifiante, que tu pourrais accomplir aujourd'hui et qui te rapprocherait de la personne que tu souhaites devenir? Je ne parle pas d'une révolution. Je parle d'un simple mouvement. Un email envoyé. Un entraînement commencé. Une conversation planifiée. Un message rédigé. Fais-le, tout simplement. Ne négocie pas trop longtemps avec ton propre esprit. L'action affaiblit la peur. L'hésitation la renforce. Plus tu réfléchis sans agir, plus le problème grandit dans ton imagination. Dès que tu passes à l'action, il rétrécit face à la réalité. C'est ici que le stoïcisme se distingue des philosophies confortables, de celles qui consolent sans transformer. La plupart des gens souhaitent une vie sans problème. Le stoïcien comprend que cela est une illusion enfantine. La vie est faite de difficultés, de chaos, d'imprévus et de frictions permanentes. Attendre une stabilité absolue revient à lutter contre la structure même du monde. Pourtant, il existe un principe capable de transformer complètement notre manière de traverser cette réalité. Ce n'est ni le déni. Ce n'est ni un optimisme naïf. Ce n'est ni une résignation amère. Ce principe s'appelle amor fati. Aimer son destin. Il ne s'agit pas seulement de supporter ce qui arrive, ni d'avaler sa souffrance en silence. Il s'agit d'accepter les faits et de se demander « Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» C'est regarder une difficulté en face et dire « Si cela se trouve devant moi, alors c'est un matériau de construction. » Imagine que tu conduises vers un entretien d'embauche important et qu'un pneu éclate en chemin. La réaction habituelle est immédiate. Colère, désespoir, plainte, tension accumulée avant même d'avoir commencé à résoudre le problème. La personne arrive en retard, agitée, désorganisée et compromet souvent sa propre opportunité à cause de l'attitude qu'elle a adoptée automatiquement, sans même réaliser qu'il s'agissait d'un choix. Le stoïcien, lui, regarde le pneu crevé et pense. Voilà une occasion de pratiquer la patience sous pression. Voilà une occasion de tester ma capacité à résoudre rapidement un problème. Voilà une occasion d'arriver à cet entretien, aussi nécessaire, d'expliquer exactement comment j'ai géré un imprévu sans perdre mon sang-froid. L'événement est le même. La différence réside dans l'interprétation. Marc Aurèle l'a résumé de manière remarquable. L'obstacle ne bloque pas le chemin. L'obstacle est le chemin. Cette phrase contient l'une des clés les plus puissantes pour affronter les difficultés de l'existence. Si tu perds ton emploi, cela peut devenir l'impulsion nécessaire pour créer ton propre projet ou pour chercher un environnement qui reconnaîtra enfin ta valeur. Si tu tombes malade, cela peut être un signal t'invitant à réorganiser tes priorités, à prendre davantage soin de ta santé et à respecter tes limites. Si l'on brise ton cœur, cela peut devenir l'occasion d'apprendre à te soutenir émotionnellement sans dépendre entièrement d'une autre personne. La psychologie moderne appelle cela la restructuration cognitive. L'événement est neutre. C'est l'esprit qui lui attribue une étiquette. Ce n'est pas le fait lui-même qui détermine ta force, mais l'histoire que tu décides de construire autour de lui. Le monde présente des faits. Ton esprit leur donne un sens. Et c'est ce sens qui détermine si tu grandis ou si tu te rétrécis. Au fond, le principe reste toujours le même. Rien n'est bon ou mauvais en soi. C'est la pensée qui lui donne cette apparence. Si tu entraînes ton esprit à se demander automatiquement « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» alors tu deviens résistant à presque toutes les situations. Rien de ce que la vie place devant toi n'est inutile par définition. Tu es semblable au feu. Tout ce qui est jeté sur lui peut être consumé et transformé en énergie. Le même événement qui éteint une personne peut en renforcer une autre. La différence ne réside pas dans la difficulté. Elle réside dans la combustion intérieure. Lorsque tu décides d'aimer ton destin, tu cesses de lutter contre la réalité et tu commences à l'utiliser. À partir de ce moment-là, tu ne demandes plus. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Tu affirmes. Puisque cela est arrivé, qu'est-ce que je vais en faire? Et c'est là que commence la véritable puissance intérieure. Leçon 5. Ose aller au-delà de ta zone de confort. Nous vivons à l'ère du confort. Climatisation, livraison de repas à domicile, divertissement instantané, réponse immédiate. Presque tout ce qui exigeait autrefois des efforts ne demande aujourd'hui qu'un simple toucher sur un écran. Nous avons éliminé les frictions de la vie quotidienne, paradoxalement, nous sommes devenus intolérants à la moindre frustration. Si Internet met 3 secondes de plus à charger, nous nous irritons. Si la circulation ralentit, notre humeur change. Si quelqu'un tarde à répondre à un message, nous imaginons un manque de respect. Si nous recevons un refus, nous ressentons immédiatement le poids du rejet. Ce n'est pas que les problèmes aient augmenté.
c'est que notre tolérance a diminué. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Il vivait entouré de luxe, d'influence et de privilèges. Pourtant, il pratiquait régulièrement des journées de pauvreté volontaire. Il mangeait du pain simple, portait des vêtements grossiers, dormait à même le sol. Ce n'était pas du masochisme. C'était un entraînement. Il faisait cela pour s'immuniser contre la peur. Alors qu'il vivait volontairement avec peu, il se demandait: est-ce donc cela que je craignais tant? Et il constatait qu'il était toujours vivant, entier et lucide. L'inconfort qui paraissait terrifiant dans son imagination devenait parfaitement gérable dans l'expérience réelle. S'exercer dans les périodes de sécurité prépare aux périodes de crise. Si tu crains de perdre de l'argent, essaie de vivre avec moins pendant quelques jours. Si tu redoutes le jugement des autres, fais quelque chose d'un peu ridicule en public et observe que le monde continue de tourner. Si tu crains la faim, pratique un jeûne conscient et découvre que ton corps supporte davantage que ce que ton esprit imagine. Lorsque tu recherches volontairement l'inconfort, tu élargis progressivement ta zone de confort jusqu'à ce qu'elle cesse d'être fragile. Tu n'élimines pas la peur. Tu réduis simplement le territoire sur lequel elle exerce son pouvoir. Lorsque tu prends une douche froide le matin, ce n'est pas seulement une question de santé physique. C'est un acte symbolique. Tu dis à ton propre cerveau: c'est moi qui commande, pas mes impulsions. Le froid existe. Mais il ne décide pas à ma place. Pose-toi cette question avec honnêteté. Quand est-ce que tu as fait, pour la dernière fois, quelque chose de difficile simplement parce que c'était difficile? Non pas par obligation extérieure, mais par choix intérieur. La croissance se produit toujours dans la résistance. Les muscles ne se renforcent que sous la charge. Le caractère obéit à la même règle. Si tout dans ta vie est confortable, prévisible et facile, ta tolérance diminue, ta discipline s'affaiblit, ta patience disparaît et ton identité s'endort dans la facilité. Souviens-toi de ce qu'écrit Steven Pressfield dans le livre La guerre de l'art. La résistance apparaît toujours lorsque tu es sur le point de faire quelque chose qui compte réellement. Plus l'appel est grand, plus la résistance est forte. Ce n'est pas un signal pour reculer. C'est un signe que tu avances dans la bonne direction. Alors, lorsque tu sentiras cette force intérieure tenter de te convaincre de reporter, d'éviter ou de choisir la voie la plus facile, comprends ce qui est en train de se passer. Tu es face à quelque chose qui a le pouvoir de te transformer. C'est précisément à cet instant que la décision devient importante. Au lieu de fuir, penche-toi vers la difficulté. Choisis le poids qui te met au défi. Affronte la conversation que tu repousses depuis longtemps. Emprunte le chemin le plus escarpé lorsqu'il est le bon. Car c'est exactement là où l'effort est réel et où aucune distraction ne peut anesthésier, que quelque chose change de manière définitive. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui évite. Tu commences à te reconnaître comme quelqu'un qui affronte. Et ce changement d'identité ne naît jamais du confort. Il naît de la friction que tu as choisi de traverser. Leçon 6. Sois maître de ton attention. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. C'est un choix. Et un choix conscient est déjà devenu quelque chose de rare dans un monde qui récompense la distraction. La plupart des gens abandonnent toute réflexion profonde après quelques secondes seulement. Pourquoi? Parce que penser exige de la présence. Et la présence exige de la responsabilité. Alors ils échangent l'inconfort de la conscience contre une autre vidéo courte, un nouveau défilement infini, un autre stimulus rapide. Le fait que tu sois resté révèle quelque chose de silencieux, mais de puissant. Il existe en toi une véritable faim. Et cette faim, lorsqu'elle est dirigée avec clarté, est plus forte que n'importe quelle circonstance extérieure. Nous vivons dans une société de vitrines. Chacun expose une version soigneusement éditée de sa propre vie. Peu à peu, nous devenons les acteurs d'une pièce que personne ne regarde réellement, ajustant nos paroles, nos attitudes et nos achats pour obtenir les applaudissements de personnes qui ne connaissent même pas notre histoire. Nous achetons ce dont nous n'avons pas besoin. Nous nous endettons pour des choses que nous ne pouvons pas réellement nous permettre. Nous acceptons des invitations que nous n'avons aucune envie d'accepter, simplement pour maintenir une image qui ne nous ressemble pas. C'est une course silencieuse vers la validation. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de courir. Sénèque, conseiller d'empereur et profondément immergé dans le centre du pouvoir romain, avait déjà identifié ce piège il y a plus de 2000 ans. Il affirmait que la pauvreté ne consiste pas à posséder peu, mais à désirer sans fin davantage. Lui-même était immensément riche. C'est précisément pour cette raison qu'il comprenait que le problème n'a jamais été la possession. Le véritable problème est la dépendance émotionnelle à la possession. Observe honnêtement tes récentes périodes d'anxiété. Combien de fois sont-elles apparues après avoir ouvert un réseau social et vu la nouvelle voiture de quelqu'un, les vacances parfaites d'un influenceur ou la promotion professionnelle d'un ancien camarade de classe? Soudain, ce qui semblait suffisant hier paraît insignifiant aujourd'hui. Une sensation désagréable de retard commence alors à s'installer dans ta poitrine. Pourtant, ta réalité n'a pas changé.
Ce qui a changé, c'est la comparaison. Et cette comparaison a déformé ta perception. Ce mécanisme porte un nom, l'adaptation hédonique. Tu cours vers le prochain objectif matériel. Tu crois qu'une fois atteint, tu pourras enfin te reposer. Mais lorsque tu y arrives, l'objectif s'est déjà déplacé un peu plus loin. Alors tu recommences à courir. Non pas par ambition saine, mais par peur d'être laissé derrière. Et plus tu cours, plus la paix semble s'éloigner. Le stoïcien choisit de descendre de ce tapis roulant. Non parce qu'il rejette la prospérité, mais parce qu'il refuse l'esclavage émotionnel. Sénèque ne voyait aucune contradiction entre la richesse et la philosophie. La contradiction, selon lui, existait entre la richesse et la dépendance. Le problème n'a jamais été de posséder. Le problème est d'avoir besoin de posséder pour avoir le sentiment d'exister. Pour le stoïcien, la véritable richesse est l'autosuffisance intérieure. C'est la capacité de rester intact lorsque les circonstances extérieures changent. Si ton bonheur dépend exclusivement d'une promotion professionnelle, alors tu remets ta paix intérieure entre les mains de l'humeur de ton supérieur. Si ton bonheur dépend de l'admiration constante des autres, tu deviens l'otage de l'opinion instable de la foule. Et la foule change d'avis aussi rapidement qu'elle fait glisser son doigt sur un écran. Regarde autour de toi maintenant. Sans idéaliser. Sans mépriser non plus. Tu as un toit au-dessus de ta tête. Tu as accès à une quantité presque illimitée d'informations dans ta poche. Tu as de quoi te nourrir. Tu disposes de ressources que les rois d'autrefois n'auraient jamais imaginé posséder. Un empereur d'il y a 500 ans ne disposait ni de la technologie, ni du confort, ni des possibilités dont tu bénéficies aujourd'hui. À bien des égards, tu vis mieux que lui. Pour le stoïcien, si tu possèdes la vertu et un morceau de pain, tu possèdes déjà l'essentiel. Ce n'est pas une résignation misérable. C'est une liberté stratégique. Lorsque tu apprends à désirer ce que tu possèdes déjà, tu brises le cycle de la comparaison. Tu commences alors à agir à partir du sentiment d'abondance plutôt que du sentiment de manque. La gratitude n'est pas une sentimentalité naïve. C'est un antidote rationnel contre l'envie. C'est une manière d'entraîner ton regard à voir l'abondance là où il ne voyait auparavant que l'absence. Et lorsque tu entraînes ce regard, quelque chose change silencieusement. Le sentiment de manque perd de sa force. L'anxiété diminue. Tu recommences à agir par sens du but, et non par esprit de compétition. Car, au fond, la véritable question n'est pas « Combien possèdes-tu » La véritable question est « Qui es-tu en train de devenir pendant que tu poursuis ce que tu désires ?» Et si tu demeures ici, attentif, lucide et prêt à gouverner tes désirs au lieu d'être gouverné par eux, alors tu es déjà plus riche que tu ne l'imagines. Leçon 7. Trouve la solution. Parfois, le poids de nos préoccupations n'est pas aussi grand qu'il le paraît. Mais parce que nous avons le visage collé à elles, nous perdons complètement notre perspective. Ce qui pourrait être résolu avec calme et clarté commence alors à nous étouffer comme s'il s'agissait d'une condamnation définitive. Une remarque négative devient une blessure imaginaire. Une dette semble annoncer la fin du monde. Un message resté sans réponse prend les proportions d'un abandon. Non pas parce que ces choses sont objectivement gigantesques, mais parce que nous les regardons à travers le filtre de l'amplification émotionnelle. Marc Aurèle connaissait parfaitement ce mécanisme. Au milieu des guerres, des trahisons politiques et des épidémies, lorsqu'il sentait la colère ou l'inquiétude tenter de prendre le dessus, il appliquait une technique mentale connue sous le nom de « vision d'en haut », parfois appelée aussi « la perspective de Platon ». Ce n'était pas une fuite de la réalité. C'était un changement d'altitude. Imagine que tu fasses la même chose maintenant. Tu te lèves de l'endroit où tu te trouves. Tu quittes la pièce. Tu observes ta rue depuis les airs. Tu montes au-dessus de ta ville. Tu vois des milliers de personnes vivre leurs histoires simultanément. Certaines viennent au monde. D'autres le quittent. Certaines célèbrent une victoire. D'autres traversent une épreuve. Quelqu'un reçoit la meilleure nouvelle de sa vie pendant qu'un autre affronte la pire. Tu montes encore plus haut. Ton pays devient une simple tache sur une carte. Puis tu t'élèves davantage encore et contemples la planète entière, un petit point bleu suspendu dans l'immensité silencieuse du cosmos. Depuis cette hauteur, où se trouve cette critique qui t'a tant blessé ? Où est cette dette qui paraissait écrasante ? Où est cette honte que tu portes depuis des jours ? Elles sont invisibles. Elles ne sont plus que de la poussière. Marc Aurèle écrivait que l'Asie et l'Europe ne sont que de petits recoins de l'univers, que tous les océans ne représentent qu'une goutte dans le présent, et que le présent lui-même n'est qu'un point dans l'éternité. Il n'écrivait pas cela pour diminuer l'importance de la vie. Il écrivait cela pour réduire le drame. Cette réflexion n'a pas pour but de te faire sentir insignifiant ou découragé. Au contraire, elle est profondément libératrice. Car si tu es petit face à l'immensité, tes problèmes le sont aussi. Si ta vie n'est qu'un instant dans l'histoire de l'univers, pourquoi transformer chaque contretemps en tragédie épique ? Pense aux petites situations de ton quotidien.
Cette erreur commise lors d'une présentation que tu revis mentalement pendant des heures. Cette conversation mal interprétée pour laquelle tu imagines 1000 réponses alors qu'elle est déjà terminée. Ce retard qui détruit toute ta bonne humeur comme si l'univers entier conspirait contre toi. Aucune de ces choses ne résiste à une vision plus large. Une grande partie de la souffrance humaine naît de la dramatisation excessive de sa propre expérience. Tu n'es pas le héros d'une tragédie grecque observée par les dieux avec gravité. Tu es une partie fonctionnelle d'un ensemble vaste, dynamique et extraordinaire. Et ta mission n'est pas d'amplifier le chaos. Ta mission est d'agir avec dignité dans ce qui est à ta portée. Lorsque tu élargis ta vision, le problème rétrécit. Lorsque tu modifies ton altitude mentale, l'émotion perd de son intensité. Lorsque tu te rappelles l'immensité des choses, ton ego se détend. Alors, avant de réagir comme si le monde était en train de s'effondrer, élève-toi mentalement de quelques kilomètres. Observe la scène dans son ensemble. Respire profondément. Puis pose-toi cette question avec honnêteté. Cette situation mérite-t-elle vraiment l'ampleur du théâtre que je suis en train de construire dans mon esprit? Détends-toi. Retrouve ta perspective. Accomplis ta part avec sérénité. Car la grandeur ne consiste pas à dramatiser la vie. La véritable grandeur consiste à la traverser avec lucidité. Leçon 8. Pourquoi as-tu besoin de penser à la mort? Si tu veux comprendre la vie en profondeur, tu dois avoir le courage de regarder la mort dans les yeux. Non pas avec désespoir, mais avec la lucidité froide de celui qui accepte enfin les règles du jeu. La mort n'est pas une erreur du système. Ce n'est pas une injustice personnelle. Ce n'est pas une défaillance cosmique. C'est la seule certitude absolue qui n'a jamais fait défaut dans toute l'histoire de l'humanité. Pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Que restera-t-il de toi dans 100 ans? Ta maison appartiendra à quelqu'un d'autre. Elle sera habitée par des inconnus qui ne sauront jamais qui a choisi ces murs. Tes vêtements auront disparu depuis longtemps. Ton compte bancaire sera fermé. Et ces chiffres pour lesquels tu sacrifies aujourd'hui ta tranquillité ne seront plus qu'une poussière numérique oubliée sur un serveur. Même ton nom, qui te paraît si important aujourd'hui, sera peut-être retenu pendant quelques générations avant de s'effacer lentement. Tu deviendras un visage anonyme sur une vieille photographie que plus personne ne parvient à identifier. Cette idée effraie l'ego. Car l'ego réclame la permanence, la reconnaissance et une forme d'immortalité. Mais cette même vérité libère l'âme. Lorsque tu acceptes que rien n'est permanent, tu comprends qu'il n'y a finalement rien de réel à perdre. Si tout retourne un jour au silence, alors tu es libre. Libre de l'opinion des autres. Libre du besoin d'impressionner. Libre de la peur de ne pas sembler à la hauteur. La question change alors complètement. Elle ne concerne plus ce que tu accumules. Elle concerne la personne que tu deviens pendant le temps qui t'est accordé. L'argent n'est que du papier. Le statut n'est que de la fumée. Les applaudissements sont des échos qui disparaissent. Le stoïcisme n'a jamais cherché la gloire posthume ni les statues de bronze. Il recherche l'excellence dans le présent. La qualité du caractère dans le temps réel. L'intégrité lorsque personne ne regarde. Lorsque le public a disparu. Je t'invite maintenant à faire un exercice plus direct. Imagine tes funérailles. Pas les fleurs. Pas la musique. Mais le silence de la pièce. L'atmosphère lourde. Le poids des regards silencieux. Que ressentiront réellement les personnes réunies devant ton cercueil? Diront-elles que tu étais toujours trop occupé? Toujours irrité? Toujours stressé? Toujours en train de repousser les conversations importantes parce qu'une nouvelle urgence professionnelle exigeait ton attention? Se souviendront-elles d'une personne qui rendait ses rapports à temps, mais qui n'offrait jamais une présence véritable? Ou diront-elles que tu étais un roc au milieu de la tempête? Quelqu'un qui inspirait la sécurité. Quelqu'un qui tenait sa parole même lorsque cela lui coûtait. Quelqu'un qui traitait un serveur avec respect lorsque la commande arrivait incorrecte. Quelqu'un qui gardait son calme lorsqu'il perdait de l'argent. Quelqu'un qui prenait sa famille dans ses bras avec une attention sincère, même après une journée épuisante. C'est dans ces micro-situations que ton véritable caractère se révèle. C'est dans ces moments invisibles que se construit ton héritage. Le caractère ne naît pas au moment de la mort. Il se forge dans la routine quotidienne. Dans la manière dont tu réagis aux embouteillages. Dans la façon dont tu parles à ceux qui ne peuvent rien t'apporter en retour. Dans la décision silencieuse de ne pas déverser ta frustration sur ceux qui t'entourent. Chaque journée est une vie miniature. Elle commence lorsque tu ouvres les yeux. Elle se termine lorsque tu les fermes. Sénèque rappelait qu'à chaque réveil, nous recevons une nouvelle occasion de vivre correctement. Et qu'au moment de dormir, c'est comme si le monde disparaissait pendant quelques heures. Ce que tu fais entre un réveil et le suivant constitue ton existence condensée. Ne gaspille pas ces petites vies quotidiennes en vivant comme si tu étais éternellement en répétition pour quelque chose qui ne commence jamais. Et si la mort venait te rendre visite cette nuit, de façon inattendue et inévitable, pourrais-tu la regarder avec sérénité et lui dire: j'ai fait de mon mieux.
J'ai joué mes cartes avec honneur. Je n'ai pas laissé ma vie devenir un brouillon éternel. La philosophie ne prend de valeur que lorsqu'elle traverse le comportement. Alors ne ferme pas cette vidéo pour retourner automatiquement à tes anciennes habitudes. Même si c'est plus facile. Même si la majorité continue dans cette direction. Ne sois plus l'esclave de la peur. Ne sois plus l'esclave de l'opinion des autres. Fais quelque chose de concret aujourd'hui. Pas demain. Choisis une chose qui t'effraie et avance vers elle. Choisis une plainte qui est déjà prête à sortir de ta bouche et interromps-la avant qu'elle ne naisse. Choisis un moment de colère et transforme-le délibérément en silence conscient. Voilà le véritable entraînement. La voie du stoïcien est exigeante. Souvent solitaire. Car la discipline n'est pas populaire. Mais sa récompense est la seule qui compte réellement. Devenir maître de ton propre esprit. Gouverner tes réactions. Ne plus dépendre du chaos extérieur pour définir ton état intérieur. Oui, le monde est désordonné. Oui, la vie est difficile. Oui, il y aura des pertes et des frustrations. Mais tu possèdes une citadelle intérieure. Tu possèdes la raison. Tu possèdes la capacité de choisir qui tu veux être. Si tu es décidé à vivre avec davantage de lucidité, fais-toi une promesse publique. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour t'entendre assumer ta responsabilité. Écris, Memento Mori. Je choisis de vivre aujourd'hui. Que cette phrase ne soit pas simplement une ligne écrite. Qu'elle devienne un rappel visible de l'homme ou de la femme que tu as décidé de devenir. La vie n'est pas une répétition. La vie n'est pas un brouillon. Elle ne possède pas de version sauvegardée. Elle n'offre pas de seconde édition corrigée. La vie est la reine. Et chaque jour, tu y entres à nouveau. Avec les mêmes faiblesses. Les mêmes tentations. Les mêmes défis. Mais aussi les mêmes possibilités d'agir un peu mieux qu'hier. Tu ne contrôles pas le temps qui t'est accordé. Tu ne décides pas de la durée de ton existence. En revanche, tu contrôles l'attitude avec laquelle tu occupes le temps que tu possèdes. Tu contrôles la manière dont tu réponds aux événements. Tu contrôles les choix que tu fais lorsque personne ne regarde. Tu contrôles l'usage que tu fais de chaque journée. Alors fais en sorte que cela en vaille la peine. Vis avec lucidité. Agis avec courage. Choisis avec intention. Et lorsque la journée s'achèvera, puisses-tu regarder en arrière avec la tranquillité de celui qui a vécu pleinement le temps qui lui a été confié. Merci de votre attention.